Plus petit État du Maghreb, la Tunisie, avec ses 10 millions d'habitants, a toujours été la plus avant-gardiste et cosmopolite contrée d'Afrique du Nord. Berceau de la civilisation carthaginoise, elle a connu de multiples influences, des Romains aux Français en passant par les Arabes, et a su en tirer le meilleur. Encore aujourd'hui fidèle à ses multiples traditions, la Tunisie offre également une variété de paysages saisissantes. Indépendante depuis 1956, elle a été le théâtre en 2011 de la Révolution de Jasmin, qui s'est ensuite transformée en printemps arabe en se propageant dans d'autres pays et apportant un vent de liberté. La Tunisie est bel et bien un pays à part dans le monde arabe. Tunis, la capitale, à la fois arabe et africaine, sans oublier une certaine influence européenne, offre un visage qui n'appartient qu'à elle. Le long de ses boulevards se succèdent de superbes maisons aux balcons en fer forgé, des cafés qui ne désemplissent pas et d'appétissantes pâtisseries. À Tunis, on revendique un certain art de vivre. Fondée par les Arabes au 7e siècle, la Médina est le cœur authentique et historique de la ville. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est un centre de vie où peu d'étrangers résident. Un peu moins de 15 000 personnes vivent dans ce quartier où se côtoient commerçants et artistes. C'est un labyrinthe de ruelles bordées d'échoppes colorées qui sont regroupées par spécialité. Mais avant de s'enfoncer dans la Médina, un détour s'impose par le marché central, abrité par une halle récemment rénovée. Situé dans l'ancienne ville coloniale, c'est le ventre de Tunis. Des notes de fleurs d'oranger envahissent les étals, où les fleurs à même le sol trouvent acquéreur par paniers entiers. Plante médicinale et aromatique, elle est présente dans toutes les demeures. Les dattes venues des palmeraies du sud ont aussi la vedette. Le marché aux poissons regorge d'innombrables variétés que les vendeurs aspergent régulièrement. La Méditerranée du Sud sait se montrer généreuse, même si la ressource s'épuise de manière inquiétante. À Tunis, comme dans tout le pays, le poulpe occupe une place particulière dans la cuisine. Le parfum sucré des makrouds, un grand classique de la pâtisserie orientale, emplit la Médina et se mêle à celui plus corsé du café que l'on déguste à longueur de journée autour de petites tables. Maintenant que la situation politique s'est stabilisée, le pays s'occupe à nouveau des trésors que renferme la Médina, où d'importants travaux de rénovation ont débuté pour sauvegarder des bâtiments historiques. De nombreuses médersas, des écoles coraniques, ont élu domicile ici. L'As Limayina abrite désormais des associations qui redonnent un peu de vie à ces lieux à l'architecture singulière. La salle de prière, qui date de 1650, est finement décorée de stucs et de céramique. Les artisans perpétuent aussi des métiers ancestraux. Mohamed Lidarsa est un expert dans le travail du cuivre. On lui passe souvent des commandes originales. Niveau technique utilisé là, c'est de la ciselure. Et la ciselure, c'est une des 3 techniques les plus pratiquées par les artisans. Et ça consiste à enlever de la matière. Par contre, pour ce qui est de technique de martelage, ça repousse le métal
afin de faire des motifs, plutôt remplir des espaces. À côté du souk des Chéchias, de nombreux cafés attirent une population importante qui vient y boire thé à la menthe ou café. C'est un élément clé des relations sociales que se sont appropriés les jeunes, surtout depuis qu'un vent de liberté leur a donné à nouveau la parole. La chéchia fait partie du patrimoine tunisien. C'est une coiffe traditionnelle qui demande beaucoup d'attention et un certain savoir-faire. La base de la chéchia, c'est de la laine. Donc on tricote la laine. Ensuite, on met le bonnet tricoté dans de l'eau chaude bouillante avec savon de Marseille, un peu d'huile pour obtenir chéchia en petite forme, quoi. Et ensuite, il y a la mise en forme dans des moules en argile. Après, on les laisse sécher et on fait ce travail-là, la finition comme vous voyez. La chéchia doit être parfaitement ajustée et l'essayage est souvent l'occasion de longs palabres. La vue que l'on a des toits de la Médina donne une idée plus précise de sa densité. Plus bas, sur l'ancienne place du tribunal, le palais Kérédine a été habilement transformé en musée. Premier signe visible de la restauration de la Médina. Les expositions s'y succèdent, comme celle du peintre El Bekri, l'une des figures emblématiques de la Médina. On arrive parfois à percer l'intimité de certaines demeures, qui révèlent des architectures ouvragées et une décoration raffinée. Certains anciens palais abritent des restaurants ou encore des maisons d'hôtes. La Médina s'anime dès le lever du jour. Étudiants, fonctionnaires des ministères tout proches, tout le monde passe par là. La mosquée Zitouna est sans doute la plus emblématique de Tunis. Construite en 734, à l'époque des Aghlabides, son minaret a été rajouté au XIXe siècle. Malgré les transformations qu'elle a subies au fil des siècles, elle a su conserver une belle harmonie. À partir du XVIIIe siècle, elle était aussi un lieu où l'on enseignait, en plus du Coran, l'art et la culture religieuse. Plus à l'écart et non loin du musée du Bardo, se trouvent de très anciennes mosquées à la décoration ouvragée, comme la mosquée El Baï. Le Bardo fut d'abord un palais élevé sous le règne du sultan Hafsid Abou El Moutawakil au XIIIe siècle. Il emprunte son nom au mot espagnol Prado, qui désigne un pré et par extension un jardin. Il fut sans doute construit à l'image des résidences princières de l'Andalousie musulmane et avec l'aide d'artistes andalous. Après avoir été la résidence des bey, puis des pachas, il fut transformé en musée dès 1888. Il est même devenu aujourd'hui le premier musée du pays. Il est en pleine mutation et ses travaux de rénovation s'achèvent à peine. On y trouve une collection unique et spectaculaire de mosaïques qui ornaient les villas romaines d'Afrique. Certaines pièces remontent au IVe siècle et sont un témoignage unique de cette époque romaine. Voici le centre de Tunis à la sortie des écoles. À proximité se trouve la place du gouvernement, devenue historique après la révolution de 2011. Elle est un des symboles d'une liberté retrouvée.
l'avenue Bourguiba est l'une des grandes artères de la capitale. Commerçante, elle est désormais symbolique pour avoir été le théâtre de manifestations importantes durant le printemps arabe. À l'écart du tumulte de Tunis, Carthage est une célèbre cité antique bâtie par les Phéniciens. Elle possédait à l'époque une redoutable flotte maritime et exerçait son emprise sur tout le commerce de la région. Après plusieurs défaites, les Romains prirent finalement le dessus sur la cité et la détruisirent entièrement. Les quelques fragments encore visibles évoquent l'histoire épique de Carthage. Ces colonnes de marbre dominent Tunis au loin. Le terrain de la cathédrale avait été donné à la France par Hussein le Pacha Bey, en mémoire de Louis IX, mort à cet endroit. Depuis, la cathédrale de Saint-Louis de Carthage n'est plus un lieu de culte, mais un site d'exposition. Carthage est resté un endroit chic où se côtoient des maisons d'architectes, des ruines et des demeures anciennes en pleine restauration. De l'amphithéâtre ne reste que quelques blocs de marbre, mais sa reconstitution donne une bonne idée de la taille d'origine de l'édifice qui pouvait accueillir 5000 spectateurs. Les maisons romaines dispersées autour de la colline témoignent du raffinement dans lequel les Romains pouvaient vivre. Marbre, mosaïque, toitures sophistiquées et pour ne rien gâcher, une situation idéale face à la mer. Les chambres étaient précédées d'un préau soutenu par des colonnes autour d'une cour centrale agrémentée d'un jardinet et pavé de délicates mosaïques. À côté des vestiges de l'ancien port punique, les pêcheurs d'aujourd'hui s'emploient à nettoyer leurs filets après une pêche assez maigre. L'édifice le plus parlant de la sophistication de cette civilisation, ce sont les thermes d'Antonin. La partie haute, dont il ne reste que quelques colonnes, abritait des bains d'une taille impressionnante. Ils étaient les plus grands thermes de l'Empire romain après ceux de Rome. L'aqueduc de Zagouan alimentait tout le complexe de bains. Le fronton permet de confirmer que l'empereur Hadrien fut à l'origine de cette construction gigantesque. Sa voisine, Sidi Bou Saïd, a toujours occupé une position stratégique. Ses couleurs, le bleu et le blanc, ont contribué à sa légende. Avant de devenir une station balnéaire recherchée, le village a attiré de nombreux artistes. Le village est lui aussi en pleine rénovation. À l'écart du centre et face à la mer, le palais du baron d'Erlanger est un havre de paix. Construite entre 1912 et 1922 pour devenir une résidence privée, la demeure possède une décoration intérieure raffinée, mêlant les arts arabo-andalous, espagnols et italiens. Elle abrite de nos jours le centre des musiques arabes et méditerranéennes. Le baron d'Erlanger, son premier propriétaire, s'y adonnait à la peinture, s'entourait de musiciens de l'époque et s'intéressait aux traités musicaux arabes du Moyen-Âge. Il y entama le projet colossal de traduire, entre autres, ces traités en français.
Ses travaux et son intérêt pour la musique sont d'une importance telle que le roi Farouk Ier d'Égypte le chargea de la préparation du premier congrès de la musique arabe qui se tint en 1932. En quittant la région de Tunis vers le Cap Bon tout proche, le parfum enivrant des orangers vient charger l'atmosphère. À Beni Khaled, Habib Yazidi possède avec ses frères 350 arbres, essentiellement des orangers. Les Maltaises demandent 6 mois de travail par an et une récolte qui s'étale de janvier à mai suivant les conditions météo. Mais l'augmentation des coûts de production et de récolte a émoussé sa passion pour cette culture ancestrale. La fleur ici correspond à la récolte de l'année prochaine. Il faut la traiter, la cultiver pour qu'elle pousse et qu'elle tienne jusqu'à l'an prochain. Cela coûte cher. Il faut ensuite l'entretenir pour qu'elle nous donne un fruit. Cette fleur demande beaucoup d'attention. Il cueille lui-même les dernières oranges, le coût de la main-d'œuvre ayant lui aussi augmenté. Sur la côte est du Cap Bon, au port de Kelibia, les bateaux sont de retour après une nuit passée en mer. Les chalutiers ont posé leurs filets vers 17 h la veille et les retours s'étalent depuis le début de la matinée. Kelibia est l'un des grands ports sardiniers de la Tunisie. La vente du poisson se fait à même le quai avec les grossistes. L'agitation monte d'un cran avec la mise aux enchères de 2 magnifiques raimanta, impressionnantes mais totalement inoffensives et dont la chair est recherchée par les restaurateurs. La plus grande pèse 165 kg et va trouver acquéreur pour l'équivalent de 230 €. La côte est du Cap Bon correspond à l'image que l'on aime se faire d'une mer qui, du bleu turquoise à l'indigo, vient lécher les plages de sable blanc comme celle d'Amar Gebli. Le site punique de Kherkouane est l'un des plus remarquables au monde. Abandonné depuis le IIIe siècle, il est l'ultime vestige d'une cité carthaginoise. Une cité qui possédait des salles de bain évoluées avec des baignoires, le tout richement décoré de mosaïques. Face à la mer, on ne peut qu'imaginer ce que fut cette ville avec ses demeures sophistiquées, ses ateliers d'artistes, ses temples. L'extrémité nord du Cap Bon, point le plus proche des côtes italiennes, est un peu un territoire à part, une sorte de sanctuaire écologique survolé par des milliers d'oiseaux lors des migrations. C'est ici que se trouve le club de fauconnerie du Cap Bon. Les faucons chassent essentiellement des perdrix, mais plus loin dans la forêt, c'est le territoire des éperviers. Le faucon peut se montrer paresseux lorsque les proies se font rares. Gelidi Chedli dirige le club depuis plusieurs dizaines d'années. Il est souvent entouré de passionnés des villages voisins car ce type de chasse traditionnelle reste très populaire. Le faucon vient de repérer une proie. D'un coup de bec, il va l'assommer en plein vol. Dans les pays du Golfe et pendant le Moyen-Âge en Europe, elle est réservée, la fauconnerie, à une classe sociale la plus aisée, tandis que chez nous en Tunisie, c'est une chasse, c'est une tradition plus précisément populaire. Et ce qui nous diffère des autres, c'est que
La chasse avec le faucon, à l'aide du faucon en Tunisie, elle est réservée exclusivement à la perdrix. Cette région est aussi l'un des greniers du pays avec ses champs de céréales et ses pâturages. Plus de 16% de la production agricole du pays sont issus de ces terres. Sur la lagune de Menzel, les flamants roses paraissent au soleil, nombreux à profiter des couloirs migratoires du Cap Bon pour venir passer un hiver plus clément. En poursuivant notre route vers le sud, nous arrivons à Kairouan, considérée comme la 4e ville sainte de l'islam avec sa grande mosquée. Les Aghlabides avaient imaginé au IXe siècle d'astucieux ouvrages d'art pour approvisionner la ville en eau douce. La Casbah est entourée d'épaisses murailles qui abritent aujourd'hui un hôtel. Les voûtes et les plafonds travaillés de cette ancienne caserne ont été conservés. Dans les sous-sols qui abritaient autrefois la prison, se succèdent désormais un fumoir et des salons de thé. La Grande Mosquée est considérée comme le plus haut lieu saint d'Afrique du Nord. Appelée aussi Sidi Oghba, du nom de son fondateur en 670, elle est l'une des plus belles et des plus harmonieuses réalisations architecturales de l'islam. La mosquée va être agrandie et modifiée par les différentes dynasties qui vont se succéder en Tunisie, mais que ce soit les portails, les galeries ou la salle de prière avec ses 17 nefs, son cœur va rester tel qu'il avait été conçu à l'origine. La vaste salle des prières, avec ses imposantes portes en bois clouté, comporte 414 piliers. Entre deux colonnes de marbre rouge, on aperçoit une magnifique mosaïque du IXe siècle. La mosquée dite du barbier du prophète est elle aussi beaucoup visitée. Le mausolée de Sidi Sabi est en fait une zaouïa, un édifice religieux musulman qui se trouve hors des murailles de la Médina et qui date du XVIIe siècle. Les fidèles y vénèrent un saint local de Kairouan, un certain Abu Zama el-Balawi, un compagnon du prophète Mahomet. Selon la légende, il aurait conservé 3 poils de la barbe du prophète, d'où l'appellation donnée à l'édifice. Au cours du 8e siècle, Kairouan devient la capitale de tout l'Occident musulman. La Médina devient très prospère au Xe siècle, quand la ville comptait déjà 100 000 habitants. C'est dans le souk de Barota que l'on trouve les meilleurs makrouds de Tunisie. Ces pâtisseries sont simples, composées de semoule, de dattes, de sucre, d'eau et de citron. C'est différent d'une pâtisserie arabe moderne. Là, il s'agit d'une tradition ancienne. Le makroud date de plusieurs centaines d'années et vient de Kairouan. Ça existe depuis au moins 2 siècles. On trouve maintenant le makroud dans toute la Tunisie, mais ça reste une spécialité de Kairouan. C'est l'un des mets les plus populaires du pays. Kairouan a aussi la réputation de produire de magnifiques tapis. Pour trouver de belles productions locales, il faut s'aventurer dans les petites ruelles de la Médina. Installée dans l'ancienne maison du gouverneur, la maison Alani propose de magnifiques tapis fabriqués sur place. Chaque pièce possède des plafonds finement ciselés de bois de teck, de cèdre et de marbre. Cette résidence des bey et des pachas date du XVIIIe siècle. Un contraste saisissant avec le style austère des Aghlabides à l'origine de l'expansion de la ville.
La plupart des tapis est produite dans les maisons des villages alentours. Le travail est long, fastidieux et exige de la précision. Certains demandent jusqu'à 6 mois d'effort. Tahar Oueslati estime que le tapis louche est le plus recherché. Il fait partie de la dot d'une jeune femme de bonne famille. Le vrai tapis de Kairouan est fabriqué à partir de laine de couleur naturelle. La laine n'est pas teinte. Il y a en général 40 000 nœuds par mètre carré. Nous en fabriquons de toutes les tailles, de 1 à 16 mètres carrés. C'est un tapis de qualité qui constitue la richesse d'une demeure. La Médina dissimule d'autres demeures étonnantes, comme cette splendide maison familiale qui appartient aussi aux Alani. Elle date du XVIIIe siècle, mais n'est plus habitée depuis que la plupart des enfants de la famille l'ont quittée. Elle devrait être prochainement transformée en musée, espère son propriétaire. En rejoignant la côte, nous arrivons à une autre ville historique de la Tunisie, Mahdia, qui fut la capitale du premier califat chiite du monde musulman. Sa fondation en 916 a définitivement fait du littoral la région centrale du Sahel. Le port, qui est encore un des plus importants du pays, est relativement calme. La tempête a couvé une partie de la nuit et peu de bateaux ont pris la décision de sortir en mer. Les pêcheurs rapportent du poulpe, de la petite bonite que l'on cuisinera avec de la sauce tomate ou qui accompagnera un couscous au poisson. Le bateau de Tahar vient de passer la nuit dans le mauvais temps et malgré tout, il ramène une bonne pêche, environ 200 kg de bonite. Située sur une étroite péninsule, la ville est aussi réputée pour son cimetière marin, d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur la Méditerranée. Cet endroit est un lieu de promenade privilégié. Dans la Médina se trouve un atelier très recherché à l'écart du centre touristique, celui de Karim Arous. Cet atelier de tissage de la soie est spécialisé dans les tenues traditionnelles de mariage. Les plus belles tuniques comportent des motifs à partir de fils d'or et de fils d'argent. Même si la pièce principale dans laquelle se drape la mariée atteint 2500 €, Karim Arous a dû créer plusieurs ateliers supplémentaires pour pouvoir satisfaire à la demande. Il y a l'habit comme celle-là, ce que monsieur qui fait. Donc 4,5 mètres de longueur la pièce sur 1,40 m. Ça prend 2 semaines de travail. C'est une robe drapée. La robe traditionnelle de mariage de Mahdia ou bien de sud de la Tunisie, comme Djerba, comme Gabès, section Mednine, etc. Des alignements impressionnants d'oliviers bordent la route du Sud. Ils sont l'une des principales richesses de la région. De loin surgit l'impressionnante silhouette de l'amphithéâtre d'El Djem. Il fait partie, avec celui de Rome, de l'un des colisées les mieux conservés du monde romain en Méditerranée. Construit entre 230 et 238 par Gordien, tous les spectacles en vogue dans l'Empire romain, comme les combats de gladiateurs, s'y déroulaient. On estime sa capacité à 30 000 personnes.
Aujourd'hui, on y dresse encore souvent des scènes qui accueillent différents spectacles artistiques. Le premier bateau qui quitte Sfax pour les îles Kerkena est emprunté par des habitués. Des marchands qui ont fait leurs courses sur le continent, des hommes et des femmes qui viennent travailler sur l'archipel pour la journée. Les touristes viendront plus tard dans la matinée. Situé à 20 km de Sfax, l'archipel des Kerkena émerge à peine des hauts fonds. C'est un territoire âpre et envoûtant, une longue palmeraie sauvage coupée de la fièvre du continent. C'est une langue de terre aride, où les paysages alternent palmiers, sable et étendues régulièrement battues par le vent. Les maisons de pêcheurs, très caractéristiques, portent les différents signes du zodiaque et les représentations de poissons les protègent du mauvais œil. Les femmes s'abritent du soleil avec de longs chapeaux et un voile de coton. Le conseil municipal, qui fédère les 14 villages de l'île, résiste à la tentation du tourisme et s'oppose à toute tentative de construction de complexes touristiques. Les quelques rares hôtels sont cantonnés sur la côte ouest. Sur cette île de 14 000 habitants, on compte plus de 3 000 bateaux, dont 2 400 felouks. C'est un des très rares lieux en Méditerranée où l'on pêche encore avec des voiles latines. Les 5000 pêcheurs sont fiers de cette tradition, où tout est cohérent, pour ces hommes qui ont toujours revendiqué leur liberté. Lorsque le vent ne souffle pas assez fort, le moteur prend le relais pour aller relever les filets. Le vent a sévi, et Fredj, le pêcheur, se dit qu'il va avoir beaucoup de travail pour enlever toutes les algues qui cachent une pêche bien maigre. Ici, on pêche avec d'astucieux pièges montés sur des puits en eucalyptus qui s'étalent sur plusieurs centaines de mètres. Les poissons et les poulpes sont attirés à l'intérieur et ne peuvent plus en ressortir. Des nasses disposées tout autour viennent achever le travail. Il n'y a plus qu'à les relever pour récupérer les poulpes prises au piège. Cette pêche à l'ancienne vit sans doute ses dernières heures. Désormais, un nouveau port a pris le relais avec de grosses unités à moteur qui n'auront jamais le charme d'un retour de pêche sous voile. Le poulpe est la spécialité de Kerkena. Avant de le cuisiner, Najet passe au moins une vingtaine de minutes à le battre pour attendrir sa chair. Il faut battre le poulpe pour l'attendrir et le préparer à la cuisson. Si on ne le tape pas, ça reste du plastique. Je le fais cuire dans de l'eau et en même temps je prépare la shorba, la soupe qui va l'accompagner, avec du concentré de tomates, des piments rouges, de l'huile, du coriandre, le cumin et de l'ail. Tout le secret réside bien sûr dans la proportion des ingrédients. Et le savoir-faire de Najet attire tous les gourmets de l'île depuis plus de 20 ans. C'est le plat traditionnel ici.
été comme hiver, et on le prépare en particulier pendant le ramadan. La chorba au poulpe, c'est le plat des Kerkena. Hormis le poulpe qui a droit à son festival, les arts sont aussi spécifiques à Kerkena, comme ce groupe Oulet Bouali qui chante la douceur de vivre dans cette île et qui accueille avec bienveillance le visiteur. Pour le visiteur, Kerkena reste une parenthèse loin du tumulte des côtes continentales. Les Tunisiens préfèrent en général utiliser le bac pour se rendre à Djerba. Ancien repère de corsaires, l'île a connu une histoire mouvementée où se sont succédées les premières tribus berbères et les Phéniciens il y a bien longtemps. On pêche le poulpe avec ses jarres. Chaque série porte les couleurs d'une famille de pêcheurs. Un piège imparable auquel le poulpe ne peut échapper. Le village de Oumtouk est le centre vital de l'île. Il témoigne de son passé actif, comme ce caravansérail aujourd'hui transformé en hôtel. Vieux de 4 siècles, les grandes caravanes marchandes venaient s'y reposer. L'architecture fortifiée de Djerba témoigne de la longue présence sur l'île des Ibadites, qui défendaient leur autonomie avec d'imposants contreforts, y compris autour des mosquées. Sous le village se cache un dédale de bassins souterrains qui servait à conserver l'eau de pluie fraîche pendant les longues périodes caniculaires. Comme un madia, on tisse encore à la main de belles étoffes. Plus on se rapproche du sud, plus on se protège du soleil et du sable. C'est aussi à Oumtouk que se côtoient en paix des bijouteries tenues par des juifs et des musulmans. L'île est vaste, près de 30 km de long. Des arbres centenaires indiquent que la culture des olives est une pratique très ancienne. On découvre des oliviers séculaires, millénaires, aux troncs tourmentés, noués, éclatés. Certains ont plus de 2000 ans et datent de l'époque romaine. Le climat exceptionnel donne naissance à une variété d'olives dont l'huile possède des qualités gustatives originales avec une saveur contrastée. Les plaines alentours sont surtout céréalières. Avant l'essor touristique, les Djerbiens cultivaient du blé, de l'orge, du sorgho et des lentilles, qui constituaient la base de leur alimentation. Le couscous d'orge au poisson ou à la viande séchée est conservé dans de l'huile d'olive et les petits anchois séchés sont des spécialités de l'île. Djerba a très tôt fait le choix de préserver son urbanisme. Les complexes hôteliers sont situés au nord de l'île, dans la zone réservée au tourisme. Lagunes et longues plages de sable sont une invitation évidente à la paresse. En se dirigeant vers l'ouest, le paysage se fait plus sec, annonciateur des déserts proches. Matmata est un village troglodyte. Vu du ciel, ces cratères ressemblent à des impacts de bombes. Il a d'ailleurs inspiré plusieurs cinéastes, en particulier George Lucas pour son film La Guerre des Étoiles. Nous sommes chez les Turquis. La famille occupe cette demeure que l'on se transmet de génération en génération depuis 2 siècles et demi. Les premiers berbères avaient inventé un ingénieux système de circulation d'air qui permettait de conserver les pièces principales au frais.
Dans la cuisine, Messaouida prépare la harissa, une recette à base de piment rouge. De grandes jarres servent de garde-manger. La majeure partie des aliments provient des propres cultures de la famille. Au-dessus de l'entrée est accrochée la main de Fatima, qui écarte le mauvais œil. En guise de bienvenue, on sert du pain avec de l'huile d'olive accompagné d'un thé particulièrement corsé. Messaouida prépare dans une outre le laban, le lait fermenté. Pour le blé et les différentes céréales, la farine est obtenue à l'aide d'une antique pierre à moudre manuelle. En remontant les vallées vers l'intérieur du pays, les villages se succèdent. Certains sont abandonnés, d'autres subsistent grâce à la présence de vestiges historiques. À Ouled Soltan, ce ksar offre la particularité de disposer d'une deuxième cour datant du 19e siècle qui prolonge la première construite au 15e siècle environ. Il dispose ainsi du nombre record de 400 cellules de stockage des réserves alimentaires, appelées gorfa, qui sont réparties sur 4 ou 5 niveaux. L'accès était contrôlé par une porte, et les nomades, pour accéder à leurs réserves, devaient dévoiler un mot de passe. En s'approchant des premières dunes du désert, le village de Chénini est en partie abandonné. Ses habitants ont quitté la partie ancienne pour s'installer plus bas, dans des maisons plus confortables. Pourtant, dans le dédale des vieilles pierres, des bruits indiquent encore une présence. Nous sommes chez Omar, qui presse de l'huile d'olive selon une méthode ancestrale. Le dromadaire a les yeux bandés pour ne pas être dérangé par les allées et venues éventuelles. Après avoir été écrasé par la meule, la pâte d'olive va ensuite être pressée par un système antédéluvien de poulies, qui permet à un énorme tronc de dattier de faire office de presse. Avec 300 kg de pâte, Omar produit 60 litres d'une huile pure et savoureuse. Après des heures de labeur, tout le monde est heureux de retrouver l'air libre et la fraîcheur retrouvée d'une fin de journée. Ksar Gilan est à la limite du Grand Erg oriental et marque l'entrée vers le Grand Désert. C'est une oasis que fréquentent une cinquantaine de familles nomades et des voyageurs épris d'aventure.
L'oasis est alimentée par une source d'eau chaude qui posséderait des vertus thermales. Plus à l'ouest, Douze fait partie des grandes palmeraies du sud tunisien. Avec un demi-million de palmiers, on y cultive de nombreux fruits et légumes et bien sûr des dattes. Ici, les visages burinés et les coiffes attestent de la présence permanente du soleil et du sable. En fin de journée, les anciens se retrouvent à la terrasse des cafés pour des parties de dominos sans fin. À Douze, on porte des balgas. Ces chaussures ouvertes, sortes de pantoufles confortables, permettent d'évacuer le sable facilement. Les plus sophistiquées sont faites à partir de cuir de chameau. La balga authentique est fabriquée à partir de cuir de chameau. Elle est souple et confortable. Les dunes se forment au gré des vents. Et lorsque se mêlent de fins dépôts de gypse, leur cristallisation peut créer des merveilles. Il faut savoir aller chercher au fond de certaines d'entre elles pour y découvrir de magnifiques roses de sable. Nous poursuivons notre route vers l'ouest pour atteindre le Chott El Djerid, une plaine immense où se rejoignent deux lacs salés. Le Chott s'étend sur une centaine de kilomètres. De nombreux voyageurs racontent y avoir été victimes de mirages. Lorsque l'été approche, seuls subsistent de larges flaques salées dont on extrait un sel recherché. Au pied des contreforts du Djebel apparaissent les premières oasis de montagne alimentées par des sources d'altitude. L'oasis de Tchébika est prisée pour ses sources d'eau fraîche venues des montagnes. La frontière avec l'Algérie est toute proche. Les paysages découpés ont servi de décor à plusieurs films. Les Touaregs ne s'approchent pas des grandes oasis. Ils restent pour la plupart dans le désert. Le canyon de Midès est formé de plusieurs couches de roches stratifiées sculptées par l'érosion et le cours de l'Oued. Dans ces gorges aux paysages désertiques, on peut observer des fossiles et des minéraux colorés, âgés de millions d'années, qui laissent à penser qu'à cette époque la mer était présente ici. L'oasis de Tamerza est à 300 mètres d'altitude. Dans l'ancien village, seule la mosquée blanche sert encore pendant le ramadan. L'oasis de Tozeur est habitée depuis plus de 8000 ans. Elle a connu son âge d'or à l'époque des grandes caravanes entre le XIVe et XIXe siècle. Nabil Chokman essaie de préserver et de faire revivre la palmeraie, structurée en 3 étages de culture. Les dattes au sommet, les arbres fruitiers au milieu et les cultures maraîchères au sol. On commence à ressentir une renaissance de la palmeraie de Tozeur.
Par contre, il y a 20 ans, un déclin énorme, parce que la région était une région autonome à 100%. On exportait des produits agricoles, que ce soit fourragères ou maraîchères, mis à part les dattes. Les dattes font encore la fierté de Tozeur. Elles se récoltent en grimpant pieds nus au sommet des palmiers. Le palmier dattier serait la plus ancienne plante de culture connue qui existait déjà il y a 6000 ans en Égypte. Chaque jardin est divisé en dourgas. Le terrain est nivelé avec une pente de 3% pour favoriser le drainage. Près de 200 sources produisent chaque jour 60 millions de litres d'eau. La reine des dattes, la Deglet Nour, ou doigt de lumière, trône en vedette sur le marché du centre-ville. Les fruits d'une qualité inférieure seront utilisés pour les préparations culinaires. Et ceux de second choix pour faire de la pâte de dattes et des confitures. Malgré les efforts de Nabil et de ses amis pour promouvoir la production de Tozeur, une bonne partie des fruits et légumes proviennent de Tunis et de sa région. Ainsi s'achève notre périple. Nous quittons ce pays le cœur conquis par un tel patrimoine culturel et architectural et l'essence mise en éveil par un festival de saveurs et de couleurs. Le pays du jasmin offre une panoplie d'expériences et de découvertes passionnantes.